Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Communication et civilisation, collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Elisabeth Gardère, Dominique Bessières, Dire, Action publique, communication et management, 2020. Mathieu Ferrine, Wireless the Jazz. Une approche communicationnelle des mondes du jazz, 2000 à 2020, 2020. Jerry Palmer, Les témoignages de la Première Guerre mondiale, 2019. Alain Bussiere, Les territoires de l'espace public. Enjeux communicationnels pour une pratique démocratique, 2019. Philippe Vialon et Marc Trestini, Culture numérique, culture paradoxale, 2019. Alain Nanak AETCHA, Médias et intégration. Récits de vie d'immigrés et de leurs descendants, 2019. Étienne Dermome, Noble Akam, Alain Kyndou, Dire, Systèmes connectés, données et économie numérique dans l'espace francophone, 2019. Introduction, pas d'Europe, mais des Européens ? Philippe J. Marek, professeur en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Est UPEC, directeur du Centre d'études comparées en communication politique et publique, ancien président des sections de recherche en communication politique, de l'AISP et de l'AIERI, membre associé du Cyclab Méditerranée, UPR 3820, Esperluet, Nicolas Pélissier, professeur en sciences de l'information et de la communication, Université Côte d'Azur, directeur du Cyclab Méditerranée, UPR 3820, professeur invité aux universités de Genève et Bucarest, directeur de la collection Communication et civilisation, l'Harmattan. Cet ouvrage constitue le 4e retour consécutif sur la communication politique des élections au Parlement européen depuis le début du siècle opéré par le Centre d'études comparées en communication politique et publique, Tchekopop, en collaboration cette fois-ci avec le laboratoire Cyclab Méditerranée de l'Université Côte d'Azur. À 3 reprises, déjà, l'étude de la communication politique de la campagne électorale avait révélé l'évolution des électeurs citoyens européens, et au-delà, celle de la sphère politique des pays de l'Union européenne. D'élection en élection, chaque échéance marquait un mouvement de plus en plus révélateur des forces centrifuges qui s'activent à rebours du rêve fondateur européen. Déjà, lorsque le Centre d'études comparées en communication politique et publique avait travaillé en 2004 à 2005 sur les élections au Parlement européen de 2004 et sur le référendum sur le projet de constitution européenne de 2005, nous avions fait le constat suivant. Les campagnes électorales menées dans les différents pays de l'Union européenne en 2004, peu souvent positives envers l'idée d'Europe, avaient semblé annoncer le non au référendum de 2005. En toute logique s'était alors imposé le titre « Chronique d'un non annoncé », La communication politique et l'Europe, juin 2004 au mai 2005. 5 ans plus tard, nous avions été frappés par la prédominance des enjeux nationaux dans les campagnes, au détriment de l'explication des enjeux européens et des discours programmatiques produits en ce sens. D'objet théorique du vote, l'Europe devenait souvent prétexte à la poursuite de débats nationaux. En toute logique, nous avions alors titré l'ouvrage publié d'après nos travaux, La communication politique européenne sans l'Europe, les élections au Parlement européen de 2009. Le titre du volume suivant, consacré aux élections de 2014,
résultait de la mise en évidence d'une évolution centrifuge encore plus nette des débats politiques, la communication politique des Européennes de 2014. Pour ou contre l'Europe ? L'ensemble des travaux des chercheurs français et européens qui avaient participé à ce volume dévoilait clairement qu'un véritable fossé s'était creusé entre les rares partis qui s'étaient centrés dans leur communication électorale sur des enjeux européens, et ceux qui, au-delà de privilégier les enjeux nationaux comme précédemment, s'étaient clairement positionnés contre l'idée européenne en soi. Dans le chapitre introductif, écrit quelques mois après le vote, nous notions même que l'essor ultérieur des partis et campagnes populistes dans de nombreux pays de l'Union européenne avait souvent été mis sur orbite par l'élection européenne. L'avancée des positions politiques populistes lors des élections parlementaires nationales, qui s'étaient succédé dans les mois suivant immédiatement l'élection européenne, le montrait bien. Somme toute, au fil des élections de 2004, 2009 et 2014, il apparaissait clairement que faute de comprendre les enjeux réels du vote européen par rapport à l'évolution des mentalités, la plupart des partis politiques traditionnels s'étaient laissés endormir, en quelque sorte, par l'augmentation généralisée de l'abstention et par cette apparence indolente d'un Parlement européen au pouvoir sous-doté par rapport aux parlements nationaux. Bref, ces partis semblaient valider la célèbre théorie initialement exposée par Reff et Smith, 1980, puis Tencher et Maikanen 2013, qui qualifiait ce processus électoral d'élection de second ordre et n'y avait accordé qu'une attention flottante. Un fait révélateur était que la plupart des partis de gouvernement déléguaient souvent au Parlement européen leurs leaders les moins en vue, jeunes loups, trop actifs évacués par commodité, ou chevaux de retour gratifiés d'un exil doré entre Bruxelles et Strasbourg. Profitant du terrain ainsi laissé libre, les partis populistes avaient su saisir l'occasion. In fine, leurs résultats encourageants aux élections européennes de 2014, qu'ils avaient su pour leur part prendre au sérieux, avaient servi de tremplin pour les élections nationales suivantes. Les élections européennes ont ainsi joué le rôle de SAS de légitimation de ces mouvements contestataires. En Europe du Sud, Italie, Espagne ou de l'Est, Hongrie, Pologne, partis et leaders populistes ont pris leur essor depuis 2014 et se sont souvent emparés du pouvoir, ou y participent maintenant concrètement, au détriment des partis de gouvernement traditionnels qui avaient géré ces pays depuis des décennies. Au vu de cette évolution, l'examen de la communication politique électorale des élections parlementaires européennes de 2019 prenait un intérêt tout particulier. De 5 ans en 5 ans, les précédentes études avaient montré que les forces centrifuges prenaient de plus en plus nettement le dessus dans ces consultations successives. Le mouvement allait-il donc se poursuivre en 2019 ? En outre, la croissance de l'usage des médias sociaux allait-elle accentuer le phénomène, ou au contraire lui faire marquer le pas ? Le titre que nous avons donné à cet ouvrage trahit en toute logique les conclusions issues de l'ensemble des travaux de ses contributeurs. L'Europe au défi des populismes nationaux. La communication politique centrifuge des élections de 2019. 2 parties scandent ce volume. Dans la première, intitulée « Les forces centrifuges populistes et la fragmentation des enjeux », 5 contributions mettent nettement en avant la montée en puissance des campagnes concourant à l'appauvrissement du lien commun européen dans les différentes sphères publiques, voire au délitement de l'idée européenne. Professeur aux États-Unis, mais resté européen de cœur et de par son objet d'étude, Peter Gross expose ainsi le problème de la fragmentation croissante des opinions qui va dans le sens inverse de l'européanisation des citoyens de l'Union européenne, l'essor des nouveaux médias tendant à accélérer cette évolution. Il avance d'ailleurs que les tentatives de maîtrise des dangers dus aux médias ressemblent trop souvent, dans certains pays, à des mesures contestables de contrôle des flux de communication. Après tout, les critiques formulées à propos du vote en France en mai 2020 de la loi contre les contenus haineux sur Internet abondent dans la même direction. Faiza Naïd Bouddha montre ensuite que la liquidité de la société actuelle, au sens de Zygmunt Bauman, et la désintégration des hiérarchies qu'elle entraîne, révélée en France par le mouvement des Gilets jaunes, ont provoqué un repositionnement politique centrifuge. Les observateurs du scrutin ont ainsi constaté un changement discursif significatif, qui se traduit par la marginalisation d'une Europe des régions, au profit des régions en Europe.
L'étude de cas menée par Lars Nord sur les élections européennes en Norvège illustre parfaitement cette idée, démontrant avec clarté que les élections au Parlement européen y sont devenues des élections nationales dans un contexte européen. Toujours dans le même sens, l'analyse comparée de presse menée en France, Belgique et Italie par Amandine Astic-Roua met bien en évidence la percée dans ces pays d'un populisme centrifuge au détriment des représentations centripètes européanisantes. Enfin, le travail de Renata Varga sur Viktor Orban en Hongrie expose précisément comment le politicien hongrois argue de son positionnement illibéral pour défendre des valeurs populistes religieuses et nationalistes, qu'il oppose aux valeurs libérales de l'Union européenne, tendant ainsi à déplacer carrément les frontières identitaires de son pays hors de celles de l'UE. Dans une seconde partie, intitulée « Médias sociaux et hybridation des médias au service des populismes », 5 contributions argumentent le fait que d'une élection européenne à une autre, les partis et les leaders populistes ont su profiter de l'essor considérable des médias sociaux pour promouvoir leurs idées et se promouvoir efficacement, face à une incompréhension, pour ne pas dire une inertie persistante, des partis traditionnels de gouvernement vis-à-vis de cette multiplication des supports médiatiques potentiels des campagnes électorales. En Roumanie, plus particulièrement sujette à ce mécanisme, Camelia Besiu et Mirela Lazar montrent ainsi comment l'utilisation de Facebook durant la campagne électorale a littéralement détourné cette dernière de son objet théorique au profit d'une logique de présidentialisation des leaders. L'Europe n'était abordée que par le biais de l'incidence directe sur la Roumanie de certaines politiques de l'Union. Elle montre également que l'hybridation des médias, au sens de Chadwick, a joué à plein. Le traitement de la campagne par les actualités et commentaires politiques télévisés a relayé et renforcé ce que Facebook mettait en avant, et vice-versa. Élargissant le propos à une comparaison de l'utilisation de Facebook en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Roumanie par les leaders populistes de ces pays et par les partis qu'ils dirigent, Nicoletta Pandelea montre ensuite avec minutie comment il s'y érige en rempart face à des systèmes européens, et également nationaux, qu'il dénonce comme défaillants. En Espagne, Marta Rebolledo, Jordi Rodriguez Virgili et Horken Sierra soulignent la part importante prise par les réseaux sociaux dans l'émergence des nouveaux partis populistes disruptifs par rapport à l'ancien duopole politique Parti populaire, Parti socialiste, ceux-ci étant quasiment 5 fois moins présents sur ces réseaux sociaux que les précédents en 2019. Alex Frame et Gilles Brachot montrent que le même phénomène s'est produit en France, le Rassemblement national passant ainsi à la première place des partis politiques se servant de Twitter en 2019, alors que son prédécesseur le Front national était relégué à la dernière place en 2014. Incidemment, ils mettent en évidence la part personnelle prise par le nom même d'Emmanuel Macron, et donc par sa personne, là où François Hollande était déjà quasiment mis à l'écart des items récurrents sur les réseaux sociaux. Cela montre bien au passage à quel point le positionnement de la campagne des porte-flambeaux d'Emmanuel Macron en 2019, comme sa percée de 2017, reste lié à sa personnalité même. Eduardo Novelli, enfin, clôt cette partie et ce volume en rendant compte d'une étude transversale très exhaustive dans les 27 pays de l'Union européenne qui compare les usages des divers outils de communication mobilisés lors de la campagne. Elle confirme la généralisation de la percée des réseaux sociaux en général et de Facebook en particulier, au détriment des affiches, annonces publicitaires et campagnes à la télévision, là où l'utilisation de cette dernière est autorisée sans trop de limitations. Il note aussi que l'appréciation négative de l'Europe est plus forte dans les pays du Nord que dans ceux de l'Europe du Sud et de l'Est, ce qui concourt de façon peut-être encore plus nette à l'essor des forces centrifuges au cours de cette campagne, magnifiée par ce clivage géopolitique. Figure 1. L'évolution de l'abstention à l'élection au Parlement européen en France et dans l'Union européenne. L'ambiguïté du redressement de la participation au vote pour le Parlement européen en 2019, que l'on peut visualiser ci-dessus, apparaît nettement, figure 1. Pour la première fois depuis que ces élections existent, la participation a augmenté, une inversion de tendance qui peut apparaître comme un signe de vitalité démocratique. Mais cette augmentation correspond aussi à la percée de forces centrifuges et en grande majorité populistes, au détriment des partis traditionnels de gouvernement.
La fragmentation inédite de la représentation résultant de l'élection de 2019, figure 2, expose de façon évidente l'érosion du duopole chrétien-démocrate-socialiste qui avait dominé jusqu'en 2014. Figure 2. La composition politique du Parlement européen après l'élection de 2019. Il s'agit d'un signe extrêmement fort de l'affaiblissement du consensus centripète antérieur au profit des forces centrifuges à orientation populiste. Les députés chrétiens-démocrates, additionnés aux socialistes, n'ont plus la majorité à eux deux, pour la première fois de l'histoire du Parlement européen depuis 1979. Tableau 1. Tableau 1. La part de la représentation européenne, des chrétiens-démocrates et des socialistes depuis 1979. Il est donc difficile de continuer à qualifier le vote pour le Parlement européen de second ordre. L'électeur le considère peut-être comme une élection moins importante que les autres, mais son vote et les conséquences de celui-ci sont de moins en moins de second ordre, au fil des échéances électorales du XXIe siècle. L'essor des forces centrifuges qui vont à rebours des fondements de l'Union européenne s'y traduit très nettement, avec des conséquences de plus en plus visibles, y compris au niveau des pays membres de l'Union eux-mêmes. 2019 apparaît à cet égard se placer dans la continuité des trois élections précédentes de 2004, 2009 et 2014. À un autre niveau, comme l'ont implicitement démontré la quasi-totalité des contributions de cet ouvrage, la communication politique des élections dans les différents pays de l'Union européenne a montré une forte communauté d'approche des médias et de comportement des électorats. Partout, l'hybridation des campagnes a été considérable, Twitter et Facebook du côté des réseaux sociaux, télévision et presse de l'autre, se réverbérant et s'amplifiant mutuellement. Quant au discours sur le fond, là encore et au-delà de cette prééminence des forces centrifuges, le populisme nationaliste semble bien devenu paradoxalement un nouveau point commun transeuropéen, souvent à travers une présidentialisation de la communication politique, au sens de celui qui gouverne lorsqu'il s'agit des premiers ministres. Au final, si l'on voulait conclure sur une note relativement optimiste, les élections au Parlement européen de 2019 ont certes été en proie à des forces centrifuges, mais elles ont tout de même montré une grande communauté de vote d'un pays de l'Union européenne à l'autre, aussi bien du point de vue du fond, avec cette percée généralisée de idées et forces populistes, que de la forme, avec cette homogénéité de comportement dans l'utilisation des médias dans les campagnes. En somme, peu ou pas d'Europe dans la campagne, mais peut-être tout de même la naissance de cet électeur européen tant attendu par certains. Références citées. Chadwick, Andrew 2017, The Hybrid Media System, Politics and Power, Oxford Studies in Digital Politics, Oxford University Press, 2e édition. Marek, Philippe, 2007, Dire, Chronique d'un non annoncé, La communication politique et l'Europe, juin 2004 au mai 2005, L'Harmattan, Paris. Marek, Philippe, 2012, Dire, La communication politique européenne sans l'Europe, Les élections au Parlement européen de 2009, L'Harmattan, Paris. Marek, Philippe, 2016, Dire, La communication politique des Européennes de 2014, Pour ou contre l'Europe, L'Harmattan, Paris. Ref, Karl-Heinz et Schmidt, Hermann, 1980. 9 Second Order National Election a Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. In European Journal of Political Research, 8 1980, 344. Tenscher, Jens et Maikanen, Jury, 2013, Transformation in Second Order Campaigning, a German-Finnish Comparison of Campaign Professionalism in the European Parliamentary Election 2004 and 2009. Central European Journal of Communication, 6-2, 171 à 187. Première partie, les forces centrifuges populistes et la fragmentation des enjeux. Politique, médias et sphère publique. Premiers enseignements des élections européennes de 2019. Peter Gross, University of Tennessee, États-Unis, Non-Resident Fellow, Center for Media, Data and Society, Central European University, Vienna, Austria. Les élections au Parlement européen de 2019 ont mis en évidence à la fois l'absence d'un système médiatique pan-européen et le fait que les divers systèmes médiatiques nationaux se sont davantage concentrés sur des sujets d'importance nationale spécifique que ceux d'importance commune pour l'Union.
Les élections ont également mis en évidence l'absence de sphère publique à l'échelle européenne, ou au mieux, la présence très incertaine d'une sphère naissante. Enfin, elles ont également illustré le manque ou l'insuffisance d'accords sur les questions politiques paneuropéennes qui sont importantes pour les électeurs des 28 pays membres. Ce chapitre est une rumination sur la nature et la relation mutuelle des médias, de la communication politique et de la sphère publique européenne, pendant ces élections. Comment l'atmosphère politique européenne, les fractures culturelles, les histoires nationales non partagées, la communication politique et les médias hybrides ont pu remodeler la communication politique européenne? Où en est l'évolution de la sphère publique européenne? Rien de cela n'est vraiment clair, d'où ces propos. Introduction. La création d'une sphère publique continentale, rendue possible par un système de médias hybrides partagés qui fournit des nouvelles et des informations et permet des dialogues et débats ouverts sur des questions politiques convenues d'un commun accord, est au cœur de l'idéal d'une Europe unie véritable. Plusieurs définitions de la sphère publique ont été avancées depuis la vision d'Habermas d'une province virtuelle où l'opinion publique s'exprime à travers des discours et des débats publics rationnels. On retiendra en particulier le modèle d'Éric Dacheux, où l'arbitrage est possible entre la société civile, les systèmes politico-institutionnels et économiques. L'examen de cette éventuelle sphère publique européenne au prisme des élections européennes de 2019, et plus aussi des sphères publiques nationales du continent, peut mettre en œuvre 3 bases de travail, prises isolément ou de pair avec les modèles d'Habermas et de Dacheux. La nature rhétorique de la sphère publique analysée par Gérard Hauser. La notion avancée par Robert Frank d'un espace de diffusion d'informations et d'idées pour le débat et la délibération, et de la circulation des émotions collectives dont la cohésion est basée sur la simultanéité des sujets et des questions qui alimentent les conversations, les discussions et les humeurs. Enfin, la catégorisation des espaces publics par Anna McCarthy, qui ne sont pas purement et évidemment publics et qui sont des espaces culturels caractérisés par des configurations particulières de public et de privé. Implicitement ou explicitement, les médias sont au cœur de tous ces modèles de sphère publique, tout comme ils le sont bien sûr dans la médiatisation de l'européanisation. Pour le moment, il existe 2 truismes concernant les médias européens et là où les sphères publiques. 1. Il n'existe pas de véritable sphère publique à l'échelle du continent, qui soit illustrée et maintenue par les médias transnationaux ou paneuropéens sous une forme traditionnelle. On n'en trouve qu'un nombre négligeable, comme par exemple Euronews. Il est clair que c'est et que cela restera pendant un certain temps un problème pour l'Union européenne. Il reste à voir si d'autres médias transnationaux ou européens apparaîtront à l'avenir, et quels effets ils pourraient avoir vis-à-vis des sphères publiques nationales ou européennes. De même, les médias nationaux dans leur forme traditionnelle jouent pour le moment des rôles relativement limités dans l'européanisation, c'est-à-dire dans la diffusion des messages d'européanisation, notamment quant à la similitude des sujets traités sous l'angle des valeurs dites européennes. Ils ne font pas de contribution significative à l'élaboration d'une sphère publique continentale. L'absence d'une sphère publique à l'échelle du continent, d'une communauté de sujets et d'une européanisation médiatisée se reflète en partie dans le fait qu'on n'y trouve pas concrètement l'Europe, mais plutôt 28 peuples européens centrés sur leur propre nation. 2. Il n'est pas certain que les divers médias nationaux et les sphères publiques nationales puissent servir et servent l'Europe et l'européanisation. Au Danemark, en France, en Pologne et au Royaume-Uni par exemple, l'attention des médias sur la stratégie socio-économique de l'Union européenne, bien qu'européanisée, reste un débat par et pour les acteurs intéressés par l'UE, c'est-à-dire qu'elle n'affecte qu'un petit groupe de personnes dans chaque pays. Une étude de 2017 sur le rôle des médias nationaux, lors des élections européennes de 2014, a révélé que les médias se concentraient principalement sur le corps législatif de l'UE et les conséquences probables des seules capacités de l'UE sur l'État-nation et sur les pays membres bien établis. Les auteurs de l'étude infèrent qu'une telle couverture médiatique signifie qu'il existe des sphères publiques nationalisées européennes qui valident la gouvernance de l'UE, tandis que les autres caractéristiques nécessaires à l'intégration continentale ne sont pas prises en compte. On ne peut donc pas conclure qu'il existe des sphères publiques nationales européanisées,
ou que les médias nationaux contribuent substantiellement à l'européanisation. En outre, aucune donnée convaincante n'a émergé des élections européennes de 2019 permettant de modifier cette détermination. Durant cette période, les médias nationaux traditionnels, majoritairement partisans, ont largement représenté, rapporté et fait progresser les extrêmes idéologiques et la polarisation politique qui sont aujourd'hui si ouvertement visibles dans de nombreux États-nations européens. Ils ont également joué des rôles variés dans le phénomène renouvelé du populisme, qui profite et contribue à des conflits variés sur certaines questions nationales et européennes. En fait, les attitudes populistes semblent relever de pratiques médiatiques distinctes qui sont relativement cohérentes d'un pays à l'autre. Parmi les stimuli sous-jacents médiatisés figuraient et persistent 1. Le mécontentement quant à l'UE en tant qu'institution, même en tant qu'idée, du point de vue des déficits démocratiques réels et perçus, de la surréglementation et des rendements inégaux des contributions apportées. 2. La résurgence du nationalisme. 3. Les causes du changement climatique et les solutions à apporter. 4. Les niveaux sans précédent d'immigration et de réfugiés. 5. La corruption, en particulier en Europe centrale et orientale. À l'exception des questions environnementales, les partis politiques abordant des thèmes nationaux dans les médias traditionnels représentaient la tendance commune dans presque tous les pays. Les thèmes partagés à l'échelle du continent ont été très limités. Dans ces cas, les similitudes rhétoriques apparentes constitutives d'une sphère publique, telles que posées par Hauser dans le contexte plus large de l'information et de la communication, des dialogues et des débats, ne font allusion qu'à la possibilité d'une certaine forme d'ajustement des sphères publiques nationales européennes, se chevauchent peut-être partiellement ou juste légèrement imbriquées. Sur la base de l'étude menée par Novelli et Johansson, nous pouvons théoriser qu'au-delà des problèmes strictement nationaux, les problèmes à l'échelle européenne auxquels les électeurs ont été confrontés en 2019, immigration, changement climatique, économie, parmi d'autres, ont suscité des groupements transnationaux partageant les mêmes idées et par conséquent mis en œuvre des mini-sphères publiques transnationales. On ne sait pas encore si elles déboucheront finalement sur une ou des sphères publiques authentiques de l'UE, resteront telles quelles, seront reconfigurées ou disparaîtront. Les affrontements entre les points positifs et négatifs d'une Union européenne, accentués par les caractéristiques spécifiques mentionnées ci-dessus, souligne le rôle joué par les médias traditionnels et les nouveaux médias, à savoir Internet et les différents réseaux sociaux. Et par extension, les nouveaux médias en particulier semblent avoir créé une transnationalisation partielle et qualifiée des sphères publiques nationales. 1. Médias, espace public et politique de l'UE. Les nouveaux médias ont été beaucoup plus utilisés lors des élections européennes de 2019, maintenant capables de fournir les moyens d'un échange plus large de nouvelles, d'informations et d'opinions à l'échelle du continent et d'une européanisation globale. En particulier, les partis politiques d'Europe méridionale et orientale ont utilisé les nouveaux médias à un degré plus élevé qu'en Europe occidentale et septentrionale. Le caractère des nouveaux médias, les opportunités qu'ils offrent et leur utilisation, les qualifient à la fois de médias transnationaux et paneuropéens potentiels, peut-être pierres angulaires des sphères publiques nationales et mini-transnationales ou qui se chevauchent. Cela est vrai même dans les États membres d'Europe centrale et orientale. Les valeurs et les attitudes démocratiques semblent souvent à la traîne, tout comme leur conversion socio-politique et économique vers le modèle occidental. Du fait de l'autosélection de leurs participants et contributeurs, de la fluidité de leur mise en œuvre, nous pouvons affirmer que les nouveaux médias permettent dans une certaine mesure de mimer les arènes discursives qu'Habermas considère comme critères institutionnels nécessaires à l'émergence d'une sphère publique. Autrement dit, nous pouvons avancer dans une certaine mesure de l'existence de permutations virtuelles et paneuropéennes grâce au café britannique, au Tischgesellschaften allemand et au salon français. Si ce raisonnement est exact, il reste à voir si, lors des élections européennes de 2019, les nouveaux médias ont effectivement servi de sphères dans lesquelles les débats ont eu lieu, ou n'ont juste été que des lieux où des informations et des points de vue qui ont renforcé les opinions préétablies ont été échangés, c'est-à-dire des espaces culturels créés par une affinité de valeurs. De fait, par extension,
Ils répondent aux indications de McCarthy en tant que forme d'espace public et privé. Il est important de noter que les nouveaux médias ne sont pas simplement des compléments au système multimédia existant. Ils offrent des opportunités entièrement nouvelles, sont des moyens de communication et d'information omniprésents et rapides. L'institution médiatique traditionnelle continue d'être, comme le note Habermas, infiltrée par le pouvoir dans lequel, au moyen de la sélection des sujets et des contributions thématiques, une bataille est menée non seulement pour l'influence mais aussi pour le contrôle des flux de communication qui affectent le comportement tout en cachant autant que possible leurs intentions stratégiques. D'autre part, les nouveaux médias ajoutent des éléments d'ouverture, d'imprévisibilité, mais créent également une augmentation et une forte fragmentation des expéditeurs, contributeurs et des publics participants. Ces deux derniers points sont importants, en particulier si nous acceptons la proposition de Francis Fukuyama selon laquelle, lorsque les sociétés démocratiques continueront de se diviser en unités formées par des identités perpétuellement plus étroites, le résultat sera l'effondrement de l'État et finalement, l'échec. Parce que si nous appliquons la proposition à la fragmentation du public participant, des expéditeurs contributeurs et de toute la gamme de la communication politique et des médias, nous pouvons tirer des conclusions tout aussi négatives. L'instabilité des publics et la fragmentation rendent beaucoup plus difficile la communauté de vues sur des questions qui doivent être abordées collectivement, ou font l'objet des débats et des dialogues publics, même si la communication politique n'est pas entachée de politisation et de polarisation partisane, ou d'un prosélytisme induisant à la désinformation. Une nouvelle réalité supplémentaire mise en place par les nouveaux médias est que les élites de l'information ne sont plus les contrôleurs exclusifs des moyens de communication de masse. Il faut cependant relativiser cette observation, car ces élites, ainsi que leurs homologues politiques, gouvernementaux et d'entreprise, continuent certainement à chercher des moyens de revenir au statu quo ante. Il en va de même pour les États. La Russie en est peut-être l'exemple le plus évident. Même sans chercher le contrôle, les gouvernements utilisent les nouveaux médias pour persuader les citoyens sur un large éventail de questions. L'intention déclarée est d'accroître la transparence au sein du gouvernement, mais dans certains pays, à l'occasion ou de façon continue, cela vise à semer la confusion et à détourner l'attention des citoyens par la propagande et la désinformation. Nous constatons que cela se produit extensivement en Hongrie, en Pologne, en Turquie et en Russie, et sans doute dans d'autres pays où une telle utilisation du e-gouvernement, portail de services publics, n'a peut-être pas encore atteint les mêmes niveaux. Il s'agit en particulier de s'approprier les médias sociaux, ou tout du moins à fournir un contrepoint à ceux-ci, ainsi qu'à ceux des médias traditionnels qui sont considérés comme étant d'opposition. Pour le moment, bien que ces élites puissent contrôler les institutions de pouvoir dont les activités sont fondées sur l'utilisation de l'information, comme l'a souligné Carl W. Deutsch dès 1963, elles sont de plus en plus confrontées à la capacité accrue de communication et d'information exercée par la société civile et par des citoyens comme jamais auparavant grâce aux nouveaux médias. Mais cela ne signifie pas que ces élites ne sachent pas également profiter des nouveaux médias. Ainsi, le post Facebook du vice-premier ministre italien Matteo Salvini, applaudissant les gilets jaunes de la France et appelant les électeurs français à voter contre le président Macron est à bien des égards sans précédent. C'est un exemple d'un politicien qui s'engage dans la politique d'une autre nation, et le fait sur des médias transnationaux ou des formes paneuropéennes, alimentant ainsi également les feux d'une ou plusieurs mini-sphères publiques transnationales. La campagne à l'échelle européenne du gouvernement roumain sur les médias traditionnels et nouveaux contre la candidature de la procureure anticorruption du pays, Laura Codruța-Kövesi, pour devenir procureure de l'UE, en est un autre exemple. Et bien sûr, il faut compter dans cet ordre d'idées la pléthore de communications et d'informations des gouvernements et des politiciens européens sur la question du Brexit. Contrairement à d'autres pays, lors des élections européennes de 2019, le Danemark a peut-être fait exception avec sa large couverture médiatique sur l'identité européenne, la cohésion, la tolérance, la polarisation et la fragmentation. Mais l'étude de Novelli et Johansson montre qu'une grande partie du contenu de la campagne n'avait pas de représentation claire de l'Europe,
31,3%, ou une connotation neutre, 23,1%. Et il y avait 3 fois plus de messages avec des connotations positives, 34,2% sur l'Europe et l'UE que des appréciations plus critiques, 11,4%. Cette direction vers des médias nationaux plutôt qu'européens entraîne non seulement moins d'européanisation, mais aussi une divergence forte en deux grands regroupements européens. On observe un fort niveau de désaccord sur certaines questions entre d'un côté la Pologne, la Hongrie, l'Italie et d'autres pays maintenant connotés ailleurs comme autoritaires, nationalistes, populistes, et de l'autre, ceux que l'on peut considérer comme non autoritaires, par exemple la Grande-Bretagne et les plus anciens membres de l'UE. Cela s'ajoute aux problèmes encore à résoudre, de la fracture Est-Ouest qui reste importante et de la division plus spécifique Europe occidentale et septentrionale, Europe méridionale et orientale. Tant les campagnes que leur couverture médiatique étaient considérablement ou dans une certaine mesure différentes, en fonction de ces fractures idéologiques ou géographiques. 2. La confiance envers les médias et leur contrôle pour les élections de 2019. L'éventail des communications politiques et de leurs caractéristiques a révélé une fracture assez profonde entre les pays et les citoyens de l'UE sur ses fondements et ses pratiques idéologiques, juridiques et réglementaires, ainsi que sur la question des valeurs culturelles que l'UE prétend embrasser et cherche à développer. Du point de vue de la communication politique, parmi les médias sociaux en particulier et les sites internet tels que les blogs par exemple, n'adhèrent à aucune norme en matière de collecte, de présentation et de diffusion des informations, des contenus. Dans une large mesure, ils ajoutent de l'arbitraire, de la fantaisie, du cynisme, des informations contestées et par conséquent, le plus important, un manque de fiabilité de la communication et de l'équilibre de l'information. Par conséquent, la confiance dans les nouveaux médias n'est en général pas très élevée dans la plupart des pays européens. Que ce soit sur les plateformes médiatiques traditionnelles ou nouvelles, les libertés apportent certains avantages, mais créent également un certain nombre de problèmes qui sont préjudiciables à la fois à une citoyenneté informée et à la sphère publique, bien au-delà de l'ingérence dans les élections nationales ou européennes. Lorsque la communication et l'information partisane et biaisée ne présentent pas tout ce que le public, les citoyens doivent savoir sur un problème, un événement ou une idée particulière, il est difficile, voire impossible, d'engager des dialogues et des débats éclairés et rationnels ou de prendre des décisions informées. Le rapport Reuters 2019 sur les médias numériques identifie spécifiquement la polarisation politique comme responsable de la croissance des agendas partisans, contribuant ainsi à miner davantage la confiance dans les informations en ligne à un moment où la confiance dans les médias sociaux est déjà faible, même si elle est stable. Mais un nombre important d'Européens considèrent aussi que les médias traditionnels ne sont pas plus fiables. En France, en Angleterre, en Italie et en Espagne, seulement un tiers de la population fait confiance aux médias. Même au Danemark, seulement la moitié des populations les jugent fiables. La confiance est plus élevée aux Pays-Bas et en Suède et même en Allemagne, plus de 60%. Mais la moitié des Allemands surnomment les médias d'Illusion Press, la presse mensongère. On peut donc dire que les nouveaux médias ne semblent pas être la solution au déficit de confiance du journalisme, ou mener à un journalisme équilibré, juste, précis, complet, contextualisé et non partisan. La question de la confiance et de ses implications pour la création de médias paneuropéens et la construction de sphères publiques transnationales ou d'une sphère paneuropéenne reste à explorer. Les pratiques de contrôle d'accès se développent grâce aux exigences politiques, corporatives, sociales, culturelles et autres. La notion de contrôle d'accès, inexistante jusqu'à récemment dans les principaux centres d'échange d'informations et de nouvelles numériques, tels que Twitter, YouTube, Google, Yahoo et Facebook, est maintenant entrée dans son lexique et dans la pratique. C'est une évolution qui suscite des inquiétudes concernant les normes et les algorithmes qui identifient les discours de haine, l'extrémisme, les appels à la violence et à la discrimination, entre autres. Certaines de ces pratiques de contrôle des nouveaux médias ressemblent de bien près à des prises en main, non seulement de l'influence mais du contrôle des flux de communication qui affectent le comportement, comme l'écrivait Habermas, et correspondent peut-être rarement aux intentions de transparence invoquées. Ces tentatives de contrôle des nouveaux médias ont commencé dans certains des États membres de l'UE, principalement mais non exclusivement les pays d'Europe orientale et centrale,
après la révolution des couleurs de 2005 en Ukraine et ont augmenté après le printemps arabe de 2010. Les efforts de l'État et des grandes entreprises pour prendre le contrôle des nouveaux médias par le biais de la législation continueront certainement d'augmenter. Dans l'ensemble, le nouveau plaidoyer pour la surveillance et le contrôle a été accentué par la mise en évidence en 2016 des fake news, fausses nouvelles. Cette nouvelle appellation donnée aux fausses informations, aux canulars, à la désinformation stratégique et à la communication partisane, n'est en réalité pas une nouvelle catégorie de communication. Après tout, la guerre de l'information a toujours été pratiquée par la Russie par exemple. Mais il ne fait aucun doute que les trolls, les bots, les partis politiques, les politiciens, les populistes et les extrémistes de tous horizons, les gouvernements et les États entre autres, ont une main beaucoup plus libre dans les nouveaux médias. L'étude de Novelli et Johansson a révélé que la campagne de 2019 a montré un plus grand activisme des partis non historiques sur le web. Cela dit, elle a plutôt été dominée par des forces pro-européennes et non par des eurosceptiques ou des eurocritiques. La question du populisme et des populistes est devenue une question importante dans les médias pour leur suivi des campagnes des élections européennes de 2019. Un rapport 2019 Reuters Digital News a conclu que les populistes préfèrent utiliser la télévision, tandis que les non-populistes sont plus susceptibles d'utiliser les informations en ligne. Une petite nuance est que les populistes sont plus susceptibles d'utiliser Facebook comme source d'information, mais pas plus susceptibles d'utiliser d'autres réseaux sociaux comme Twitter. Les différences perceptibles lors des élections européennes de 2019, et dans les études qui y sont consacrées, résident évidemment entre les droites et les gauches, même si l'on peut penser que les deux sont populistes, dans le sens où ils prétendent s'adresser et parler au nom du peuple, et dénoncer l'autre élite. À cet égard, la polarisation de l'audience est inégale à travers l'Europe. Le rapport sur les médias numériques de Reuters 2019 a conclu que le populisme est mieux compris en combinaison avec l'auto-identification gauche-droite, et en ce qui concerne l'utilisation des informations, il est toujours en mesure d'expliquer beaucoup de choses en Europe. Cela ne veut pas dire qu'à cet égard, l'Europe est monolithique. En Europe du Sud et de l'Est, le public des informations est souvent fortement orienté à droite ou à gauche, avec relativement peu de médias capables d'attirer des personnes de différentes croyances. En revanche, les organes d'information d'Europe occidentale et septentrionale ont généralement un public mixte composé de centristes, de personnes de gauche comme de droite. Les nouveaux médias n'améliorent pas la séparation droite-gauche de l'audience car ils créent des chambres d'écho qui sont peu informatives et beaucoup plus portées à renforcer les opinions. Ils s'apparentent à la presse traditionnelle partisane, mais atteignent beaucoup plus de personnes et avec beaucoup moins de freins et contrepoids ou de contrepoints prenant en compte le dialogue et les débats dans tous les types de sphères publiques. Ces chambres d'écho offrent aux citoyens de plus grands risques de s'isoler, diminuant sinon éliminant les processus d'information, confortant dans une large mesure l'affirmation des croyances et des opinions antérieures sur un large éventail de questions. De plus, comme nous l'avons vu pour les élections européennes de 2019, des acteurs malveillants ont répandu de la désinformation dans ces chambres d'écho, durcissant certaines opinions antérieures des citoyens participants. De plus, comme nous l'avons vu avant les élections européennes de 2019, de mauvais acteurs ont répandu de la désinformation dans ces chambres d'écho, durcissant les positions déjà prises par les citoyens participants. Il apparaît également que ces chambres d'écho fragmentent davantage la sphère publique, créant potentiellement plus de divergences que de recoupements, et même renforcent et favorisent les positions polarisées. Ainsi, alors que les nouveaux médias avec leur portée mondiale, européenne peuvent potentiellement alimenter une sphère publique pan-européenne, ils apparaissent plus aptes à servir de base à de nombreuses sphères de ce type qui peuvent rester non connectées, séparées. 3. Médias et communication politique. Dans son livre de 1958 sur la démocratie et l'importance d'un engagement civique significatif, ce qu'elle appelle la vita activa, Hannah Arendt décrit une double menace pour la démocratie. Aujourd'hui, ces deux menaces sont très présentes dans les médias traditionnels et plus encore dans les nouveaux médias, menaces qui, par extension, affectent les sphères publiques nationales de l'Europe et leurs formes transnationales suggérées. 1. Banalisation de questions politiques complexes et par conséquent,
2. Charge imposée par cette complexité. Il n'est pas inhabituel pour les médias traditionnels de minimiser et de simplifier à outrance les problèmes politiques, suggérant une interdiction fondée sur l'idéologie ou le soutien de certains points de vue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.